Chers amis, après ces débats riches et savoureux, j'espère pour toutes celles et tous ceux qui n'avaient pas été suffisamment contentés par les 24 heures qui ont suivi le discours présidentiel et qui auront ainsi plein d'idées pour des sujets nouveaux à traiter avec leurs enseignants quand le temps sera venu, eh bien, il est temps de lire encore et toujours, mais lire mieux peut-être en lisant plus décalé, à bonne distance, sans masque et sans filtre, grâce à Jean-Baptiste Thierry. Oui, merci Marc. C'est le moment de se coucher puisque les débats ont duré un petit peu longtemps. C'est donc le moment du conseil lecture. Alors, je vais essayer d'être assez bref. Tu m'avais demandé de faire un lien avec la thématique présidentielle. Alors, j'avais pensé, pour faire très littéraire, à la trilogie de l'emprise de Marc Duguin. J'avais pensé au président a disparu de Bill Clinton et James Patterson, mais c'était peut-être pas de très bon goût. Vu le thème de ce soir. Et il y a une autre trilogie qui est très intéressante, c'est celle-ci, c'est la trilogie de Richard North Patterson, qui a comme héros Kerry Kilcannon, qui est d'abord un candidat, puis un président des États-Unis, qui est le héros de trois ouvrages. Alors, il y a Nulle part au monde, il y a l'affaire Tierney, et puis il y a Traces de poudre, qui ont donc pour personnage principal le président des États-Unis. Richard North Patterson, c'est un juriste écrivain qui a fait du thriller judiciaire un genre à part entière, un peu comme John Grisham, vous savez que j'aime bien, un peu comme Scott Turow. Alors il a ceci de commun avec John Grisham qu'il aime bien l'action et qu'il a une narration très cinématographique. Il a ceci de commun avec Scott Turow, c'est qu'il reconstitue un monde à part entière, parce que certains de ses personnages principaux dans certains romans sont des personnages secondaires, voire tertiaires dans d'autres romans et vice-versa. Et puis surtout, il a un grand souci du réalisme, avec des livres qui sont très documentés. Il réalise énormément d'entretiens avec les personnes concernées, ce qui donne une très grande crédibilité à tout ce qui est raconté. Alors ces trois livres, qu'on ne pourra pas lire ce soir, ont pour héros Kerry Kilcannon, qui est un genre de clone de Robert Kennedy, à la fois sur le plan politique et sur le plan personnel. Dans le premier, Nulle part au monde, Kerry Kilcannon est candidat aux primaires démocrates, et dans les deux autres, il est président des États-Unis. Et dans chacun de ces romans, le droit occupe une place à part, puisque les intrigues sont un mélange assez savant de stratégie politique du président, de conflits entre sa vie publique et sa vie privée, et puis de recours au droit ou d'interférence du droit dans les affaires publiques. Alors, dans Nulle part au monde, on a l'exposé du passé du candidat Kilcannon, qui est en fait un ancien procureur spécialisé dans la lutte contre les violences conjugales. Dans l'affaire Tierney, Kilcannon doit désigner le futur président de la Cour suprême des États-Unis. Il choisira une femme, Caroline Masters, qui est par ailleurs l'héroïne d'un autre roman qui s'appelle Jugement sans appel, et qui est un personnage secondaire de deux autres romans de Patterson. Et on prend donc connaissance au travers de l'affaire Tierney du processus de désignation du président de la Cour suprême des États-Unis, de la politisation de ses plus hautes fonctions juridiques, avec sur toile de fond un procès qui fait le lien avec le premier épisode du LLS, un procès sur fond d'avortement, parce que c'est une jeune fille qui est enceinte d'un fœtus hydrocéphale et qui souhaite pouvoir avorter contre l'avis de ses parents, et qui se retrouve prise dans un procès contre ses parents pour obtenir le droit de pouvoir pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical. On prend connaissance dans l'affaire Tierney du rôle de la Cour suprême des États-Unis avec un discours juridique très fin. Ce rôle de la Cour suprême, on le voit développer encore dans un autre roman de Patterson qui s'appelle Conviction, sur la peine de mort relative aux personnes handicapées mentales, en situation de handicap mental. Et dans l'affaire Tierney, la nomination de cette présidente, de cette future présidente de la Cour suprême des États-Unis,
devient un enjeu fondamental avec un enjeu de doctrine juridique, deux écoles complètement opposées. Et puis dans Traces de poudre, c'est la législation sur les armes à feu qui est en cause, et puis le droit de la responsabilité, un peu comme dans le maître du jeu de Grisham, où il s'agit là de rechercher la responsabilité des fabricants d'armes. Grisham, c'est la responsabilité des fabricants de tabac. Dans Traces de poudre, c'est la responsabilité des fabricants d'armes qui est en cause, avec cet enjeu présidentiel, avec cet engagement présidentiel dans ce procès en responsabilité. Alors voilà les trois histoires qui sont vraiment très complètes, riches, avec évidemment cette difficulté de les analyser en seulement quelques minutes. Il y a des thématiques qui sont récurrentes dans ces trois livres, comme les violences faites aux femmes, qui sont très riches d'enseignements au regard des mouvements actuels, Balance ton port et MeToo notamment, et puis au regard de l'instrumentalisation politique dont on pouvait parler précédemment dans nos échanges. Le héros présidentiel de Patterson permet de montrer ce que c'est qu'un président et permet de montrer que si ce président est puissant, en fait, il ne peut pas tout et puis il est loin d'être le seul à décider. On a la construction d'une image de communication, d'omnipotence du président que l'on construit ou qu'on cultive. Mais cette image d'omnipotence, elle en prend un coup parce qu'on voit que le président des États-Unis peut initier des changements, mais il n'est pas le maître d'œuvre de ces changements, il n'est pas le vrai décideur de l'ensemble de ces changements. Et on voit aussi, comme dans les romans de Grisham, que le droit est envisagé comme un outil de régulation sociale, comme un outil qui supplée aux carences de la protection sociale, aux carences des mécanismes protecteurs de l'égalité, ce qui est un constat qu'on retrouve notamment dans les romans de John Grisham. On voit également une très grande violence de la vie politique, avec l'affaire Tierney qui occupe là une place à part, puisque on a des mobilisations partisanes qui montrent qu'il semble complètement a priori impossible de s'unir autour d'un objectif commun, non pas parce que les différents partisans ont une vision différente de l'intérêt général, mais parce que ce sont principalement des enjeux financiers qui sont à l'œuvre. Et donc, on a une représentation très critiquée de la représentation politique, avec des représentants qui sont principalement soumis à la ligne de leur parti, mais qui sont surtout essentiellement accrochés à leur siège, même si, malgré tout, on a quelques francs-tireurs qui permettent le progrès et puis le déroulement de l'action. Et puis surtout, la force de Patterson, c'est, dans ces trois romans, de dépasser toujours la posture. On voit que c'est un auteur qui est favorable aux droits des femmes, on voit que c'est un auteur qui est favorable au contrôle des armes, parce que tout simplement, il prend fait et cause pour son héros dans chacun des trois romans, mais systématiquement, il affronte la nuance et notamment la contrainte du raisonnement juridique, de l'argumentation juridique. Et à cet égard, c'est passionnant parce qu'il réussit à dépasser les constats d'évidence. Au lieu de se réfugier derrière un dogmatisme militant, il préfère et il réussit à forcer son lecteur à affronter des points de vue qui sont contraires à ce qu'il pourrait penser, pour l'obliger à construire lui-même une analyse des problèmes posés. On a là deux thèmes, la réflexion, l'action, qui sont deux démarches qui apparaissent complémentaires et sans doute peut-être utiles, même si elles ne sont pas en lien avec l'état d'urgence sanitaire, mais utiles dans la construction d'une argumentation juridique dans les problématiques actuelles. Voilà pour ces trois recommandations de lecture. Ça peut occuper plusieurs nuits d'ici la fin du confinement. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. C'est clair que là, on peut occuper le temps. Alors, c'est peut-être pas aussi dense que Guerre et paix que voulait nous présenter Jean-Baptiste Perrier en début d'émission, mais les trois tomes que tu présentais, sans totalement les spoiler, puis de toute façon, j'imagine que beaucoup d'entre nous soit les ont lus, soit les ont disons, entrepris d'une manière ou d'une autre, ils mériteront d'être revisités. C'était l'un des intérêts de cette séquence. Donc, si quelqu'un a des références littéraires à partager pour rebondir, c'est le moment. Et sinon, ce sera pour la prochaine fois.